Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de News Assurance Pro. Je suis ravi de vous retrouver pour ces 27e rencontres de l'AMRAE ici à Deauville. J'ai le plaisir de recevoir avec moi Robert Leblanc. Bonjour Monsieur Leblanc. Bonjour. Merci de venir nous voir. Vous êtes le PDG d'E.ON France. J'ai une première question. Je voulais un petit peu savoir comment s'était déroulé votre exercice 2018, si la période des renouvellements avait été plutôt propice pour vous. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot ? L'année s'est très bien passée pour nous. Nous avons fait une croissance de 10%. Donc c'est quand même une croissance rare en pur organique. On reparlera de la croissance externe après, je pense. Mais 2018, c'est en pur organique. Donc ça veut dire qu'on a bien travaillé, que les clients nous ont fait confiance, que de nouveaux clients nous ont rejoints, que ceux qu'on avait nous ont confié un petit peu plus de choses qu'avant. Et voilà, donc les choses se sont très bien passées. Une très belle année pour nous. On avait fait 8% l'année d'avant. On pense faire à peu près la même chose que l'année d'avant cette année, entre les deux 10%. Peut-être quelques belles surprises feront encore mieux en 2019. Mais enfin voilà, donc c'est pas une année accidentelle, ça s'inscrit dans une progression durable, mais avec encore un petit peu plus en 2018 qu'en 2017. Il y a quelques branches plus performantes que d'autres, quelques risques finalement qui vous ont mieux réussi ? Non, enfin, on est présent partout, vous le savez, avec plus ou moins d'engagement. C'est vrai qu'il y a des domaines comme la construction, enfin, les grands chantiers, les bureaux d'études, le domaine du cyber où on est leader. Enfin, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels on est spécialement engagé, mais on est présent partout et notamment une question qu'on pose alors entre assurance de personnes et IARD. On n'a pas de politique de dire on pousse les feux d'un côté ou de l'autre. On est quand même sur des affaires assez grosses. Il suffit d'en gagner une grosse d'un côté, c'est ce côté-là qui va aller un peu plus vite. 2017, c'était l'IARD, les assurances de personnes, pardon, qui progressaient plus. 2018, c'est l'IARD qui a été le plus fort. 2019, pour ce qu'on en sait, ce seront les assurances de personnes qui seront les plus fortes. Voilà. Donc ça dépend vraiment des occasions. Il y a pas on pousse pas les feux d'un côté plutôt que de l'autre. On essaye d'avancer partout. C'est quoi la répartition aujourd'hui de votre chiffre d'affaires justement entre IARD et assurance de personnes ? C'est entre 2 tiers et 3 quarts IARD. Oui, disons un petit tiers assurance de personnes, 2 gros tiers IARD. Ok. Vous avez procédé à une opération de croissance externe il y a quelques semaines, l'acquisition de Chapka Assurance. Est-ce que vous pouvez m'en dire 2 mots et me dire finalement quelle perspective ça ouvre aujourd'hui pour E.ON France ? Alors, la première chose, c'est que ça fait des années qu'on dit qu'on aimerait faire de la croissance externe. C'est vrai. Et quand je dis on, l'équipe française aimerait bien, et le groupe aussi. Le groupe était très désireux qu'on en fasse. On a entendu parler de choses qui avaient été offertes mais pas acceptées. Bon, voilà, on oublie, c'est le passé. Mais voilà, de manière concrète, cette fois, on a réussi à faire une acquisition. On est ravis. Et ce que je voudrais souligner, c'est que c'est le genre d'affaires qu'aucun banquier d'affaires ne nous a présenté. Cette affaire, on l'a rencontrée parce qu'on a dans nos équipes une personne qui est amie d'enfance du fondateur de Chapka et qui un jour nous a dit, vous savez, j'ai un ami, ce serait peut-être bien que vous le rencontriez. On l'a rencontré, la conclusion, c'est que maintenant Chapka est dans notre périmètre. Alors, pourquoi Chapka ? Parce que faire de la croissance, c'est bien, mais on ne va quand même pas acheter n'importe quoi. C'est une très belle entreprise qui a développé des outils tout à fait originaux. Ils font beaucoup de B2C et ils le font avec des blogueurs. Et ça, c'est une technique, un métier que nous n'avons absolument pas dans France. Et donc, c'était une occasion à la fois de nous ouvrir un champ qui est celui des assurances voyage, qui complète bien ce qu'on fait, mais aussi d'acquérir des savoir-faire qu'on pourra parfaitement étendre à d'autres secteurs d'activité que le voyage. Et c'est ce qui, de leur côté, les a motivés. Geoffroy Bonnet-Aymar, donc le fondateur, est très, très heureux de ce qu'il a fait, mais il avait envie de s'ouvrir à l'international et il se dit qu'en étant chez E.ON, il va pouvoir déjà, dans les pays voisins, étendre son savoir-faire beaucoup plus facilement que s'il était resté indépendant. Donc voilà, on pense tous que c'est du gagnant-gagnant. On n'a même pas encore un mois, si on a un mois de vie commune, mais tout se passe très très bien. Pour l'instant, ils sont filiales à 100% et dans quelques mois, ils seront complètement intégrés. Vous intégrez le voyage dans la partie affinitaire de E.ON, si je ne dis pas de bêtises. L'affinitaire, finalement, gagne du terrain. Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Il n'y a pas beaucoup de courtiers, finalement, de votre calibre qui essayent de s'engouffrer dans cette branche. Pour vous, c'est porteur, ce côté affinitaire ? Oui, pour nous, c'est porteur. C'est un peu dans les gènes du groupe. Pat Ryan, le fondateur du groupe, a démarré en faisant vendre de l'assurance auto à des vendeurs de voitures. Alors, est-ce que ça se transmet dans les gènes de l'entreprise ? En tout cas, notre groupe y croit.
Notre groupe a beaucoup développé l'affinitaire dans beaucoup de pays. En France, selon ce qu'on compte, on est déjà très gros ou on ne l'est pas encore. Vous savez qu'on est les courtiers du barreau de Paris. Dans certains comptes, on met le barreau dedans. On est les courtiers d'un certain nombre du crédit emprunteur. On le met dans l'affinitaire. C'est un gros paquet. Moi, j'ai un interlocuteur. Pour moi, c'est comme un compte retail, mais on le compte dans l'affinitaire. Donc, au total, nous sommes gros en affinitaire. Mais si j'exclus ces affaires historiques qui se traitent quand même un peu autrement que l'affinitaire, le reste est encore en pleine émergence, mais avec une belle croissance. On a bien développé ces dernières années avec une équipe dédiée. Et donc là, maintenant, avec Chapka, c'est un pas en avant dans cette affinitaire, avec encore une fois des outils qu'on peut étendre à autre chose que le voyage. Donc je pense que ça peut démultiplier nos efforts dans l'affinitaire. Un mot sur justement ce mouvement de concentration, notamment chez les courtiers. Il y a beaucoup de rachats, beaucoup de fonds qui sont intéressés par le monde du courtage. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un risque de voir le nombre de courtiers baisser? Est-ce que ça tourne? Est-ce que c'est cyclique? Les grands courtiers, je n'aime pas toujours parler des grands, mais enfin c'est le mot habituel pour désigner ceux qui traitent les grandes affaires et avec des réseaux internationaux, etc. Le nombre n'a pas beaucoup varié, on n'est pas très nombreux, on n'est même pas nombreux du tout. Ensuite, il y a des milliers de courtiers qui font plein de choses différentes et on n'est pas vraiment en concurrence les uns avec les autres. Donc la concentration, pour moi, n'est pas un sujet en soi, enfin, ça ne change pas le paysage dans lequel nous opérons. Est-ce que ça se poursuivra entre les grands? Je ne pense pas. Beaucoup d'un petit peu moins grands, qui sont quand même déjà grands en France, sont familiaux, n'ont aucune raison à mes yeux. Je serais ravi que l'un d'entre eux me détrompe et me dise je suis prêt à rejoindre Aeon. Mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de raisons d'abandonner leur activité sous la forme qu'ils connaissent. Alors après, les plus petits, il peut y avoir un certain nombre d'affaires, soit spécialisées comme Chapka, soit des petits courtiers dans les régions, qui en rejoindront d'autres, mais c'est pas un bouleversement. Je n'imagine pas un bouleversement du paysage. Voilà. Très bien. Nous continuons à regarder. Maintenant qu'on a commencé, on a d'autres dossiers en vue ou même déjà ouverts. C'est amusant parce que pendant des années, on ne savait pas les identifier. Et maintenant qu'on a commencé, un appelle l'autre et finalement, on voit des affaires. Alors, ce ne sera pas autant d'acquisitions que d'affaires vues, mais il y en aura d'autres. Très bien. Un mot sur vos perspectives d'avenir pour les prochains mois. Est-ce qu'il y a finalement des branches ou des choses que vous aimeriez explorer ou peut-être un cap que vous êtes fixé? Non, le cap qu'on se fixe, c'est vraiment de bien servir nos clients. C'est la priorité pour les garder. De penser aussi à demander à être bien payé, parce que voilà, on n'est pas une œuvre de charité, on est une affaire commerciale, donc il faut d'abord bien travailler et ensuite penser à bien se faire rémunérer. Toutes les équipes d'Aeon ont cette idée en tête et c'est ce qui nous permet de bien avancer, parce qu'on pourrait aussi très bien travailler et oublier de se faire payer. Voilà. Ça veut dire être plus sélectif? Ça veut dire être plus sélectif. On ne répond pas, on répond à peu d'appels d'offres. Sur le classement des plus grandes affaires, on ne se bat pas pour être celui qui en aura le plus, parce que se battre pour être celui qui en aura le plus, c'est certainement pas travailler d'une manière profitable. Voilà. Et moi, j'ai pas honte de dire qu'on travaille quand même pour gagner de l'argent. On est une affaire commerciale. Et donc, on est sélectif. On va en priorité sur des affaires où on ne va pas perdre du temps dans de la compétition. C'est parce que quand même, cette compétition, c'est du travail. Et ce travail n'est pas rémunéré. Ça veut dire qu'il faut arriver à se le faire rémunérer ailleurs, ce n'est pas évident, ou accepter de perdre de l'argent. Ça ne nous intéresse pas. Donc, je ne dis pas qu'on refuse toute compétition, mais récemment, on avait un appel d'offres qui nous était présenté. On regarde les conditions, on dit non, on ne va pas y aller. La personne qui lançait ça rappelle pour dire « mais je ne comprends pas, c'est vous que j'aurais aimé voir ». Elle dit bah, « si c'est nous que vous voulez voir, on peut procéder autrement ». Je ne connais pas encore le dénouement de cette affaire, mais on ne va pas perdre du temps dans un appel d'offres. Si elle veut vraiment nous voir, elle nous appelle et on se met d'accord. Et sinon, si elle veut vraiment faire un appel d'offres parce que ça fait bien dans le tableau, elle le fait sans nous. Voilà. Donc ce n'est pas de l'arrogance, mais on a les moyens de cette politique et je pense que sans donner les moyens, c'est le meilleur moyen de continuer à avoir les moyens en question. Très bien. Une dernière question. On est en plein cœur de la marée, donc on parle toute la journée de risque. Je voulais savoir si vous aviez, pour les prochaines années, un risque qui vous faisait peur, un risque identifié ou un risque que vous pensiez émergent. On a beaucoup parlé du cyber, on parle de la PE sans dommage. Quel est votre, aujourd'hui, le risque qui pour vous, est à surveiller? Oh, ils sont tous à surveiller, mais je pense que vous avez cité les deux dont on parle le plus, et ce n'est pas par hasard qu'on en parle. C'est que le cyber, c'est quand même un sujet très compliqué. C'est-à-dire que pour beaucoup, on en est au stade de la menace.
Et ce qu'on assure, ce n'est pas des menaces, c'est des risques. Alors le passage de l'idée qu'il y a une menace à l'identification des risques, c'est déjà un chemin. Nous, avec Schroth Friedberg, ces consultants new-yorkais qu'on a intégrés dans E.ON, on est spécialement armés pour faire ce travail amont avec nos clients. Et c'est essentiel parce que, encore une fois, avant de dire on va acheter de l'assurance, on n'achète pas ça sur étagère. Quand on met en place un programme cyber, c'est qu'on l'a conçu en fonction des besoins spécifiques de ce client. Et lui-même, les connaît-il toujours? Non, encore une fois, certains oui, mais beaucoup en sont encore une fois à l'idée, il y a une menace cyber, je ne peux pas l'ignorer, je ne peux pas vis-à-vis de mes grands chefs dire non, non, le cyber, c'est les médias qui en parlent. Non, personne ne peut dire ça, la menace est là, mais comment, partant de la menace, j'identifie des risques et je les traite, je mets en place des couvertures. Donc ça, c'est un gros sujet, et c'est ce chemin-là qui fait qu'on en parle beaucoup, mais légitimement. Les pertes d'exploitation sans dommage, c'est pareil, c'est lié au cyber d'une part, puisque le cyber peut effectivement ne pas se traduire par des pertes, par des dommages matériels, mais de la business interruption. Moi, j'aime bien l'expression anglaise. Perte d'exploitation, c'est en fait arrêt d'activité. Voilà. Il y en a aussi, on en a beaucoup parlé après le Bataclan, c'est un événement qui touche un acteur, mais d'autres acteurs qui sont à côté, qui sont assurés par ailleurs, qui n'ont subi aucun dommage, souffrent d'une baisse de fréquentation, d'une perte de chiffre d'affaires. Et évidemment, c'est assez compliqué. En fait, le grand sujet sur lequel on travaille tous, c'est, pas spécialement nous, mais nous bien sûr, c'est pouvoir identifier une cause et pouvoir mesurer les conséquences de cette cause. Tant qu'on est à dire ah oui, non, mais après ce qui s'est passé le mois dernier, j'ai moins de chiffre d'affaires, ça ne s'assure pas. Mais pouvoir relier une baisse de chiffre d'affaires, une perte de chiffre d'affaires à une cause précise et mesurer de combien est la perte, ça peut s'assurer. Voilà. Très bien. Merci Robert Leblanc. Merci à vous. Moi, je vous donne rendez-vous sur News Assurance Pro pour voir d'autres vidéos ici à l'Amrae. Je vous dis à très vite.